Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode, je suis avec l'auteur Corentin Lebras. Depuis 2012, il a eu une 60aine de jeux et d'extensions édités, avec de nombreux co-auteurs et la team Kaedama. D'Antoine Boza à Bruno Catala, en passant par Théo Rivière, Ludovic Maublanc ou encore Anthony Perron. Parmi ses co-créations, on peut nommer Draftosaurus, Flying Goblin, Trek 12, Elawa, Arceus ou encore Skate Legend. En février dernier, Corentin a gagné son premier As d'or dans la catégorie initiée pour son jeu Faraway, créé avec Yoann Goupy. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode spécial sorti juste après le Festival de Cannes. Rencontre avec un auteur aussi sympathique que prolifique. Alors j'ai le plaisir d'être avec Corentin Lebras sur le FIJ de Cannes cette année. C'est cool d'avoir répondu à mon invitation. Merci Corentin. Bonjour, merci. Alors ça a commencé comment pour toi Corentin, le jeu de société j'imagine que tu étais joueur bien sûr, mais comment tu t'es dit un jour moi aussi je vais créer des jeux? Le plus tard que je me souvienne, c'est l'étincelle sur moi est venue de là, mais c'est mes parents et leurs amis qui bidouillaient les jeux auxquels ils jouaient souvent, comme le Pictionary, le Trivial Pursuit, en créant de nouvelles cartes, questions, de nouvelles choses comme ça. Donc là, ça m'a sûrement dit « Ah tiens, on peut modifier, bidouiller des choses ». Et donc j'ai commencé à modifier certains jeux comme le jeu de plateau Les Héros de l'œil noir, qui est un vieux jeu de plateau, ou le jeu de plateau Indiana Jones, où je rajoutais des petites cartes actions, des choses comme ça. Vers 2008, je crois, vers là en tout cas, je commence à connaître les jeux de société modernes en jouant à La Fièvre de l'Or, de l'Or pour les Braves, enfin des jeux de Bruno Faiduti, Bruno Catala. Et je me dis, c'est cool, c'est dynamique, c'est vachement mieux que ce que j'ai joué avant. Est-ce que je pourrais pas, moi, essayer de faire des choses comme ça? Donc j'ai commencé à gratter des choses, j'ai fait un proto qui n'était pas bien, je l'ai jeté, un autre proto qui n'était pas bien, je l'ai jeté, etc. Jusqu'à commencer à faire des choses qui tenaient un peu la route. Et tout ça avec Trick Track et le forum de création en parallèle, en échangeant avec les gens. T'allais y mettre des choses pour bien avoir sûr, des retours et tout. Dès que j'avais une idée forte et très construite et que je commençais à en faire un proto, je le partageais sur ce forum, et c'était super cool parce qu'on avait des retours directs. Yoann Levé aussi est passé par là. Enfin, il y a vraiment plein d'auteurs que j'ai connus à ce moment-là et qui ensuite ont explosé, ont fait plein de jeux, quoi. Donc ça, c'est chouette. Oui, parce que tout cet échange a été super enrichissant aussi, j'imagine. On était vraiment sur un truc de ah, t'as cette idée-là, c'est cool. Moi, je l'aurais fait comme ça, mais c'est chouette. Il y avait même des gens qui disaient, est-ce que je peux me l'imprimer ou me le faire pour jouer? Ça a l'air vraiment cool. Donc on était vraiment dans une sorte d'émulsion un peu folle et de course à la nouveauté en se disant ce milieu est génial. Il n'y avait pas autant de jeux qu'à l'époque, donc n'importe quel proto qui sortait qui avait l'air intéressant, on avait envie d'essayer en fait. Ouais. Et alors c'est la rencontre avec Antoine Boza qui est déterminante pour toi? Ouais, et en plus elle se fait pour le coup par le biais du forum, parce que un jour je poste justement un jeu qui s'appelait Alibaba et les 40 voleurs, un petit jeu de cartes, et en fait je le poste sur le forum et je reçois quelques jours après un message d'un certain Toinito. Et comme j'étais déjà un peu fan de ce qu'il faisait et tout, j'ai tout de suite su qui c'était. J'ai fait oulala, prenons notre courage à deux mains et ouvrons ce message, lisons, qui me disait c'est marrant, j'ai un jeu qui ressemble un petit peu à ton Alibaba et les 40 voleurs. En plus, j'ai vu que tu habitais à Valence. Moi, j'étais à Grenoble, mais je suis revenu à Valence, ma ville natale. Est-ce que tu voudrais qu'on se rencontre pour essayer de faire quelque chose? Voilà. Oui, monsieur, j'ai répondu. Ouais, c'est cool, la proximité. Et donc, je l'ai fait venir à la maison. Je lui ai fait un petit apéro avec des tomates et des olives, les deux choses qu'il déteste le plus au monde, que je ne savais pas. Et donc, du coup, on a discuté, on s'est bien entendu. Je pense qu'on aime les mêmes choses dans le jeu de société en tant que joueur et dans le jeu de société en tant que game designer. Et donc du coup on s'est vachement bien entendu et on a notamment fait Ali qui est sorti ensuite chez Libellude. Ça a été un de tes premiers jeux, je crois. En fait c'est en 2012 où je sors 3 jeux d'un coup et Ali fait partie de ces 3 là. Je me rappelle plus exactement de la temporalité, lequel est sorti. Alors en vraiment 2012 j'avais noté Le Petit Poussé chez Libellude, ouais, c'est ça. Diavolo chez Asmodée et Ali chez Libellude aussi. C'est les 3. Ouais, c'est ça, je commence par 2 jeux chez Libellude, un jeu chez Asmodée. T'as commencé fort, puis 3 la même année. C'est cool, ouais, c'est clair que c'est assez rare en vrai. Mais on ne les trouve plus, je crois, ces jeux-là. Non, tous sont terminés. Ali, on a essayé, j'ai essayé un peu de démarcher pour le reproposer et tout, parce que j'aime bien ce jeu, et puis comme j'en ai parlé là, il représente pas mal de trucs pour moi. On n'a pas eu de touche très concrète,
Mais le petit poussé aussi, j'aimerais bien le retravailler. Après, on a tellement de projets que j'ai pas trop le temps de revenir sur les anciens jeux, mais un jour j'y reviendrai, on verra. Bah, disons que voilà, maintenant tu commences à avoir 12 ans de carrière, je crois, à peu près. Wow, donc... oui. J'ai noté 12 ans de carrière. Et entre 40 et 60 jeux édités, en comptant tout ce qui est extension, en fait. Ouais, il y a ça, et puis tout ce qu'on a fait aussi avec la Kaidama et tout. Mais oui, c'est... je dois être un peu en dessous d'une 60aine de jeux, ouais, je pense. Et alors, comment, à un moment donné, tu décides de vraiment foncer toute la tête et le corps entier vers l'autorat? Parce que forcément, quand on est jeune auteur, on a un métier à côté au départ. Tu travailles dans la chimie? Ouais, c'est ça, hein. J'étais dans la chimie, ouais. Et comment on se dit, comment on se lance, comment on ose aussi, tout simplement? Déjà, moi, j'ose très peu quand il s'agit de prendre des risques financiers comme ça. Donc j'ai pris beaucoup de temps, et je pense que c'est un conseil qu'il faut donner aux auteurs, aux autrices qui voudraient se lancer. Faites attention, c'est pas parce que vous avez fait un jeu que vous allez devenir riche, ou c'est pas parce que vous avez fait un jeu que vous allez en faire 10 d'affilée. Moi, comme tu l'as dit, j'ai fait 3 jeux en 2012, mais après, pendant 4 ans, il n'y a rien qui est sorti. Et ça m'aurait pas permis de vivre si j'avais pas eu d'autres métiers à ce moment-là. Donc c'est pas parce que d'un coup je sors 3 jeux qu'il faut que j'arrête tout. Donc en fait, ouais, j'ai pris énormément le temps, et en fait, il y a plusieurs choses qui ont déclenché ça. C'est le fait que j'étais pas très à l'aise dans mon vrai métier de chimiste et que ça se passait pas très bien, donc j'avais envie de le quitter. Que j'avais de plus en plus de jeux qui marchotaient, je dirais, et donc qui me permettaient d'avoir un petit peu d'argent de côté pour me lancer là-dedans. Et qu'en plus, ça coïncidait avec la création donc, de Kaedama avec mes collègues, et être entouré de personnes, c'est le meilleur moyen d'essayer de prendre des risques. 2018, donc la création de Kaedama. C'est ça, ouais. Donc avec les deux briscards. Ouais, avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et puis Théo Rivière, voilà, vous étiez un peu plus les deux plus jeunes qui allaient être un petit peu avec les mentors. C'était un peu ça l'idée? Ouais, c'est ça en fait. Un peu. C'est un peu ça, ouais. Bah, déjà, ça a toujours été un peu ça parce que Antoine et Ludo, c'est des gens qui m'ont vraiment porté, des fois peut-être malgré eux, mais en tout cas qui m'ont vraiment aidé. Et moi, je suis vraiment de l'école d'Antoine. Je travaille vraiment comme lui, j'ai appris à côté de lui. Donc on a les deux gros mentors qui sont en haut, qui nous donnent des fois des conseils, qui des fois sont très impliqués dans certains trucs de Kaedama, mais souvent c'est Théo et moi qui allons être moteurs pour aller chercher des projets, proposer les game design, et ensuite derrière on a l'expertise des deux autres. Ouais, ça rassure en fait, c'était ça aussi, c'était le côté rassurant. Ouais, carrément, il me fallait ça moi personnellement pour me jeter à l'eau, quoi. En 2018, j'ai arrêté mon vrai métier pour faire du jeu mon vrai métier. Donc ta mécanique de jeu préférée, c'est pas la prise de risque? Non. Enfin, j'aime bien ça, hein, mais dans la vraie vie, c'est trop risqué, trop de risques. Okay. Perdre des jetons, ça va. Perdre de l'argent ou des amis, c'est trop dur. Je joue pas au poker avec du vrai argent. Non, quoi. Ça par contre, non. Okay. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors je sais, c'est toujours un petit peu des questions bateau, mais quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que toi, tu es plutôt sur une mécanique, sur un thème, je sais pas, sur une sensation? Ouais, c'est marrant que tu dis sensation, parce que je pense que c'est ça. J'ai tendance tout le temps à dire je suis drivé par un thème, mais je pense que je suis plus drivé par une sensation, une émotion. Enfin, une émotion, c'est peut-être un peu trop pompeux, mais ouais, une sensation de jeu en fait. D'un coup, je veux que tout le monde explose dans la partie, que ce soit rigolo, ou je veux qu'au contraire, le cerveau il cogite et tout. C'est ça que j'ai envie de faire ressentir. Et après, je me nourris énormément, parce que je suis très fan de cinéma et de jeux vidéo, donc je me nourris énormément de ces médias-là pour inconsciemment avoir des idées. Donc je joue beaucoup, je regarde énormément de films. Et des fois, il y a des choses qui pop. Tenet, tu vois, c'est un exemple pour Far Away, mais, ne serait-ce qu'inconsciemment, avoir tout ça en tête, des fois, ça crée des choses et je pourrais même pas dire « Ah, c'est ça qui m'a donné l'idée ». C'est juste, je l'ai dans la tête et à un moment, ça sort, quoi. Et puis, je m'appuie énormément aussi sur des co-auteurs. Comme tu as pu le voir, j'ai fait plein de jeux avec plein de co-auteurs. J'aime beaucoup aussi recevoir les idées de personnes et les modeler à deux ensuite, quoi. Ça, c'est cool. Donc oui, on peut quand même citer, il y a les gens de la team Kaedama, il y a Théo Rivière, il y a Ludo, Maublanc, il y a Johan Goupy, on vient de le dire, bien sûr. Il y en a eu plusieurs avec Johan Goupy, Bruno Catala, Anthony Perron. Oui, j'ai fait Skate Legend avec Anthony Perron. Légende. Et il y a aussi un co-auteur avec qui je bosse beaucoup, c'est Jonathan Favre-Godal qui a fait Qui Café, avec qui on a fait pas mal de jeux, notamment chez Djeco, et on en a plusieurs qui arrivent aussi, puisqu'il est à l'atelier de la cafetière, donc c'est hyper simple de travailler avec lui. Ouais. Ça a été une belle idée aussi d'Antoine Boza de créer ce collectif, ce lieu de création collective. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, on se retrouve maintenant, on était trois auteurs à la base, on se retrouve 6 dans le meilleur des cas, et ça foisonne. Des fois, on a des idées, des fois, elles sont très mauvaises, des fois, elles sont très bonnes. On fait tester les protos des uns des autres, et c'est cool. En plus, on a plusieurs générations d'auteurs, donc il y a des tout nouveaux qui ont fait qu'un seul jeu, il y a moi qui est un peu entre deux, et on a Antoine, Ludo qui eux ont toute leur expérience, donc ça ruisselle et c'est chouette. Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours plus cette transmission de l'expérience des uns et des autres. Et donc maintenant, tu as une préférence pour le co-autorat? Ouais, j'ai fait tous mes jeux en co-autorat pour le coup. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que parmi tous ces jeux, il y en a plein que j'ai commencé tout seul, même beaucoup avancé tout seul, et où je me suis dit à un moment donné, c'est quand même plus marrant si on est deux.
Et en plus, ce jeu-là, j'ai l'impression, il me fait penser à tel auteur, Ludo par exemple. Est-ce que je pourrais pas lui proposer, lui montrer et jouer? Ou même, des fois, c'est un jeu que je fais tout seul, puis on joue. Puis la personne avec qui j'ai joué, Jonathan par exemple, me donne plein d'idées. Et je me dis, tu veux pas le faire avec moi en fait, c'est plus simple. Je trouve ça vraiment nourrissant en fait, de travailler avec quelqu'un. Je m'ennuie si je suis tout seul. J'ai essayé plusieurs fois de faire un jeu de société tout seul. Je crois pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie en fait, je crois. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais je ressens pas le besoin actuellement. Ouais, je vais être dans le partage quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça fuse, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors des fois on est tous les deux déprimés, mais c'est souvent il y en a un qui est en galère, l'autre va le porter un peu. C'est un peu notre quête de l'anneau du jeu de société, quoi. Alors comment tu travailles tes protos? Tu vas aussi forcément aller chercher des petites choses, des petits tips à droite à gauche. Comment toi tu travailles tes protos? Alors tu as aussi l'expertise là justement plus des copains aussi. Ludo Maublanc, je crois qu'il y a un gros spécialiste du carton, Ludo, du bricolage, si on peut dire ça comme ça. Ludo, il est très fort pour bricoler et Antoine, il est très fort pour, je dirais, mentaliser, prendre le temps de développer une idée dans sa tête. C'est deux écoles presque, mais je prends un peu des deux sans être totalement l'un ou l'autre en fait. Effectivement, j'ai compris qu'avoir une idée, c'est pas « Oh, c'est trop bien tout de suite, on va tout faire tout de suite, c'est génial, tout va marcher ». Non, avoir une idée le soir, c'est cool de dormir dessus, de se réveiller le lendemain, de dire « Ah, c'était pas si bien » ou « Ah, je la modifierai un petit peu comme ça » ou « Ah, non, je vais plutôt dans ce sens-là ». Et ensuite, effectivement, quand on a commencé à vraiment poser des bonnes bases sur cette idée-là, partir à la Ludovic Maublanc, je dirais, en découpant, en faisant des choses, manipulant le matériel, jetant éventuellement, déchirant, modifiant avec un stylo, etc. Ça, c'est aussi une école hyper instructive parce que travailler avec le matériel, en fait, ça donne un vecteur cool pour avancer plus vite. C'est tout de suite palpable aussi. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Ce qui n'est pas évident, c'est quand on a par un thème ou autre, trouver des petites illustrations, des choses à droite, à gauche. Tu as des petits tips à donner Alors moi, je travaille beaucoup avec Google Images classique, mais sinon, il y a plusieurs sites qui sont assez intéressants pour ça. Et moi, j'y passe énormément de temps, beaucoup trop d'ailleurs. Ne prenez pas du temps pour faire vos prototypes, les éditeurs les changeront de toute façon. Moi, je vais beaucoup sur Pinterest ou ArtStation pour essayer de retrouver des images un peu cool. Et sinon, pour les iconos, il y a Flaticon, FLATICON, qui est vraiment cool. Bon, je vous conseille de prendre un abonnement, c'est pas si cher et ça permet déjà de rémunérer les auteurs qui font les icônes sur ce site. Et en plus, vous pouvez les modifier à votre gré. Mais il y a aussi une version gratuite où vous pouvez en télécharger X par jour, je sais plus combien. Mais ils seront en noir et blanc, vous ne pourrez pas les modifier et tout, mais ça dépanne vachement. Ouais. Il y a plein d'icônes dans tout type, vous tapez votre mot-clé et vous trouvez tout ce que vous voulez. Ok, super. Oui, puis c'est vrai que ça permet tout de suite de visualiser et de rendre le jeu lisible. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça quand tu présentes un proto à un éditeur. Rien que pour le faire tester à des joueurs, si c'est compliqué à lire, les joueurs ils vont être moins dans le jeu. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté en ayant un prototype le plus lisible possible pour enlever ces scories-là et que les retours qu'on ait soient uniquement sur le game design, sur la thématique, etc. Alors on parlait de co-autorat. Est-ce qu'il y a un auteur avec qui tu n'as pas encore travaillé, avec qui tu voudrais absolument travailler? Ouais, je sais pas. Un ou plusieurs d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Là, comme ça, je crois pas, mais j'imagine que si tu me laissais 20 minutes pour réfléchir, mais on n'a pas le temps, je pense que je donnerais un nom. En fait, je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec des potes. Je te donnerais jamais un nom d'une personne que je connais pas, en fait, je pense, parce que j'aurais peur que ça se passe mal. Tu vois, je pourrais dire Vlad Jvatil parce que j'adore ce qu'il fait, en fait, j'adore ce game designer là. Mais déjà, il y aurait la barrière de la langue. En plus, je suis pas sûr qu'on s'entendrait bien. Je suis pas sûr que lui voudrait. Donc non, je m'approcherais plus de gens comme Mathias Guillot, qui est un des fondateurs de Spiral, avec qui j'ai jamais fait de jeu, mais qui a déjà émis des idées de prototypes, avec qui on a déjà travaillé sur certains petits trucs qui sont jamais allés au bout. Ça, je sais que c'est un truc qui me ferait plaisir parce que c'est une relation de très confiance forte, amicale aussi. Avec cette personne, de confiance. Je sais que ça marcherait quoi qu'il arrive. Et j'aimerais passer ces moments un peu en co-autorat avec ces personnes parce que c'est très différent de juste boire une bière et discuter en fait. Peut-être Mathias. C'est d'abord une relation humaine. Enfin, je pense que pour faire avoir une collaboration, je comprends. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui font du co-autorat et qui se voient quasiment jamais. Ou ça m'est déjà arrivé aussi, qui sont que en visio, les trucs comme ça.
c'est vrai que l'humain quand même c'est hyper important dans notre métier. Quoi. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'expérience de la Game Jam de Gros Games autour de Golden Crash, parce que donc du coup le jeu vient de sortir. Ça a été une expérience ludique assez intéressante. Ils ont décidé, Gros Games, de créer un jeu, créer l'idée d'un jeu du moins en 3 jours, 72 heures, c'est ça. Donc vous êtes réunis à la cafetière avec la team Kaedama, l'équipe de Gros Games, et puis illustratrice Camille Chaussy, et puis Valéria Nollet. Comment vous avez bossé? Parce que c'est pas évident, il faut s'organiser avec tout ce monde-là. Non, ouais, c'est clair. En fait, c'est une demande effectivement de Gros Games qui sont avant tout des amis. Pour le coup, on les connaît très bien. Avant qu'ils soient éditeurs, on se connaissait déjà, etc. Donc ils nous ont dit, écoutez les gars de la team Kaedama, est-ce qu'on ferait pas une Game Jam? On aimerait bien faire ça en avril pour essayer de sortir le jeu l'année prochaine, en février, à Cannes. Est-ce que ça vous dit? Donc nous, on en a dit oui, parce que sur le principe, on aime vraiment ça. Surtout Théo et moi, les Game Jam, on trouve ça vraiment chouette. Antoine aussi, il suit pas mal de Game Jam de jeux vidéo et tout, donc ça l'intéresse. Et puis Ludo, il nous suit parce qu'il nous aime bien. et donc on s'est dit, ce serait cool de faire ça à la cafetière. Il fallait un mec qui anime le Twitch aussi. Oui, c'est ça en plus. Et donc on s'est dit, on fait ça à la cafetière, c'est plus simple. Gros Game a eu tout de suite l'idée d'en faire éventuellement un documentaire de 50 minutes qui est sorti d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui retrace ces 3 jours-là. Et effectivement, on avait les contraintes qui devaient nous être énoncées au début de la Game Jam, qui étaient 110 cartes, 2 joueurs, et uniquement ça en termes de matériel. Et ensuite, on avait 3 jours pour, comme tu l'as dit, poser les bases solides d'un jeu. Évidemment, après ces 3 jours-là, on a travaillé, parce qu'un jeu, ça se fait pas en 3 jours, on le crie haut et fort. C'est impossible de faire un jeu en 3 jours, ou alors il sera pas bien. Donc du coup on a évidemment travaillé encore derrière, mais l'idée c'était qu'en 3 jours on sorte de nos têtes quelque chose qui fait dire à un éditeur ok, ça c'est cool, après le développement on a un bon jeu. C'est éditable. Vous développez pendant 1 ou 2 mois et on a le jeu, ça c'est cool. Ça paraît simple peut-être comme ça, mais on n'était vraiment pas sûr, et vous le verrez sur le documentaire, mais au bout du 2e jour l'éditeur avait vraiment des doutes sur est-ce qu'on va sortir quelque chose, et ça aurait été enrichissant quand même de toute façon. Le documentaire aurait existé, on aurait discuté de ça, on ne serait pas en train de dédicacer le jeu à Cannes pour le coup. Mais voilà, ouais. Et donc du coup, nous après on se connaît hyper bien avec l'équipe de Kaedama, donc pour ce qui est de travailler, on était sûr qu'on allait avoir des idées, qu'on allait y arriver, que des fois on allait bloquer évidemment, mais qu'on allait s'en sortir à minima. Mais justement, c'est pas simple forcément de réussir à se mettre d'accord. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais en fait nous on a la chance de vraiment se connaître, c'est aussi pour ça qu'on a monté Kaedama, c'est qu'on... On est assez complémentaires malgré les fois où des fois on peut ne pas être d'accord. On arrive à comprendre aussi le point de vue de l'autre. Donc ça nous avantage vachement dans la création et dans le choix de nos projets, quoi. Et le challenge était aussi de travailler en parallèle avec des illustratrices qui allaient commencer à illustrer alors que nous, le jeu, on continuait à le bouger un petit peu en fait. Donc ça, c'était très rigolo. Le défi, c'était peut-être encore plus dur pour elle. J'en ai parlé un petit peu avec Camille Chaussy. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que je mets l'accent sur ça, parce que je pense que c'était vraiment dur dans le sens où nous, on dit c'est des gobelins, ils font ça. Ah oui, non, en fait, c'est des trucs et des machins, ils font ça et tout. Entre les thématiques qui changent. Camille et Valériane, au bout d'un moment, elles disaient je vais vous faire des trucs, mais un peu génériques, parce que pour l'instant, je sais pas. Après, il faut faire l'icono, parce qu'elles ont fait aussi les iconos et tout. C'est pour elles que le défi était le plus fort. Et comment on est arrivé alors à une bataille de zeppelin entre des personnages un petit peu bizarres de bande dessinée, un peu. Alors, donc on les a poulpes, voulu... je crois, et les chats. Et les chats, ouais. Les chamouraïs et les poules pirates. Voilà. On a voulu faire un jeu d'affrontement. Déjà parce que à 2 joueurs, on s'est dit c'est cool. Le monde du jeu actuellement, il joue sur des jeux un peu smooth, un peu cool, un peu chill, qui ne frustre pas trop, qui va pas taper l'autre directement. L'interaction vraiment très très directe. On s'est dit prenons le contre-pied de ça, c'est une game jam, c'est rigolo. Essayons de faire quelque chose où on se fout un peu sur la gueule malgré tout. Et on détruit des choses chez l'autre, on fait des combos, etc. Ouais. Inspiré par Magic, d'ailleurs vous le verrez dans le documentaire, mais pour manipuler les choses, comme on avait besoin de manipuler, on prenait des cartes Magic qui coûtent pas très cher et on les mettait sur la table, on les manipulait comme ça. Et inspiré par Magic, on a voulu aussi faire une sorte de jeu à combo où on a 2 actions à son tour, donc très simple, mais l'intrication de ces 2 actions peuvent créer des petits effets en chaîne ou des trucs un peu cool. Le thème est venu assez rapidement, on voulait pas que ce soit des bateaux dans l'eau avec des pirates qui se tiraient dessus avec des canons, ça aurait pu tout à fait être ça. Donc on a déplacé la thématique en l'air. On s'est dit des zeppelins, pourquoi pas, ça peut être chouette, parce qu'on voulait quelque chose d'assez décalé, comme le jeu est décalé. Et nous au départ c'était effectivement des gobelins, parce qu'on avait cette mécanique de défausser les cartes en jeu, donc
Pour nous, on les jetait par-dessus bord, en fait, par-dessus bord le zeppelin. Et finalement, ça, c'est pas nous du tout, mais Valériane et Camille ont eu la très bonne idée de décaler encore ça et de pas mettre des gobelins basiques, mais de le décaler en mettant un truc encore plus loufoque, un peu cartoon, avec des chats et des poulpes, et c'est très chouette. C'est un jeu finalement qui est assez complexe, parce que c'est un jeu initié et parce exigeant. que c'est vrai que la DA peut nous dire c'est cool, la BD, c'est assez en décalage ça, et du coup il y a beaucoup d'humour, mais ça reste un jeu où ça se creuse la tête. Ouais, c'est un jeu un peu c'est un jeu initié, exigeant sur sa première partie. Et on est assez fiers, nous, de la DA. Ça me fait penser à un jeu vidéo dont j'ai perdu le nom, mais qui est très cartoon, comme les cartoons de Mickey Mouse à l'époque, mais qui est hyper dur, qui est un jeu vidéo extrêmement dur, où passer le premier niveau, c'est vraiment compliqué. Et beaucoup de gens l'ont acheté parce qu'ils trouvaient ça trop mignon. Et au final, ils se sont tous cassés les dents. Il y a un peu de ce feeling-là dans Golden Crash, parce que la première partie est vraiment exigeante et il faut son billet d'entrée quand même. Il faut se concentrer pour récupérer toutes les iconos, bien garder, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir une profondeur et des effets de combo assez chouettes. Sinon, ça aurait été un peu plus plat. Donc, passer la première partie. Bon, déjà, si la première partie, il n'y a pas de problème, c'est cool. Mais persévérer, vous verrez, c'est un pur jeu à 2 joueurs que vous pouvez rejouer avec vos collègues pour leur marcher dessus. Et pour le coup, attention, effectivement, de ne pas juste acheter le jeu parce qu'il vous plaît et que vous avez pensé jouer à ça avec les enfants. Quoi. Ouais, non, clairement, c'est un jeu vraiment initié. Ok. On parle un petit peu de ton actu, justement. Alors ça en fait partie, bien sûr, Golden Crash. Là, il vient de sortir Solstice chez Lumberjack pendant le festival de Cannes. Tu me racontes un petit peu, alors c'est avec Bruno Catala. Ouais, c'est ça. Alors, tu me pitches le jeu et tu m'en parles un peu plus. Solstice, déjà, c'est une avant-première, je crois, qui est pas, c'est pas la sortie officielle. Donc à Cannes, il y a quelques boîtes, mais pendant 1 ou 2 mois, il n'y aura rien. Je crois qu'il sort vers mars ou avril. Et donc, du coup, c'est un jeu à 2 joueurs encore là, qui se base, qui utilise le principe du hanafuda, de la prise du hanafuda, en fait, qui est, je vais poser une tuile et je vais récupérer une tuile au centre qui partage quelque chose avec la tuile que j'ai posée. Donc, c'est comme ça qu'on va récupérer des tuiles. Et ces tuiles, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va créer un paysage devant nous qui représente une montagne, en fait, qu'on va gravir. Et notre adversaire fait pareil, donc on joue chacun son tour, c'est un jeu compétitif. Donc on construit chacun la même montagne et on ne va pas la construire entièrement, puisque bien sûr, mon adversaire va aller me récupérer les morceaux que moi j'aurais voulu avoir, etc. etc. C'est illustré par Gorobei, c'est magnifique quand on voit la montagne se dessiner devant nous. Et le but va être de jouer et verticalement et horizontalement, je m'explique, puisque verticalement, on va construire sa montagne pour essayer d'aller atteindre les flammes qui sont au-dessus des montagnes et qui vont rapporter des points. Donc on va devoir connecter ces flammes qui sont tout en haut, au bas de notre montagne. Mais on va aussi devoir construire horizontalement, parce que dès que l'on fait un carré de tuiles, on va pouvoir faire venir un esprit de la montagne sur ce carré de tuiles, qui va nous donner des pouvoirs un peu cool ou des façons de scorer un peu différentes. Certains vont nous permettre de rejouer un tour, d'autres de scorer sur tous les feux qu'on aura allumés, etc., etc. C'est un jeu qui se joue en 15 minutes, qui va être un peu taquin, parce qu'effectivement, à chaque tour, on va pouvoir aller prendre la tuile que l'adversaire convoitait, etc., et construire son petit tableau devant soi. Et c'est un jeu que j'aime bien parce qu'on démarre de rien avec 3 tuiles dans sa main, et au fur et à mesure, on construit quelque chose devant nous. Donc il y a une sensation un peu chouette pas de puzzle, mais un petit peu ça, tu vois, de construire son paysage et tout. Et en même temps, c'est légèrement taquin, comme on aime bien avec Bruno. Ça, on reconnaît la patte de Bruno Catala, parce qu'on va pouvoir aller embêter son personnage. Il y a aussi des petites tuiles arc-en-ciel qu'on peut récupérer, qu'on peut placer où on veut dans son paysage, comme un joker pour faire ce qu'on aimerait faire. Et non, c'est très chouette. Je vous conseille vivement d'aller voir sur le stand de... Voilà, quand on parle, ça sera plus le cas, mais en tout cas de vous procurer une boîte de Solstice, parce que c'est super bien illustré, c'est très compact, pas cher du tout. Ça va être un petit prix, ça va être aux alentours de 12 €, je pense. Ça se met dans un bagage très facilement, et on est assez fiers de ce jeu. Et puis c'est toujours un bon combo, Bruno, Corentin et Lumberjack. C'est pas à moi de le dire. Oui, c'est vrai qu'on a fait aussi Track 12 qui était vraiment chouette. J'aime beaucoup bosser avec Bruno. Encore une fois, c'est une sensation différente de tous mes autres co-auteurs. On ne travaille pas pareil, et des fois j'ai besoin de réavoir ces sensations-là. Donc je dis, je toque à la porte de Bruno, je dis, cette idée-là, est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose ? Et sinon ça, et du coup ça marche tout le temps parce qu'on s'entend bien. Donc on arrive toujours à sortir un jeu chouette qu'on aime bien. Et donc qui a été à l'origine de Solstice, et comment vous avez travaillé là-dessus ? Solstice, c'est marrant parce que je crois que c'est moi qui envoie un message à Bruno. J'étais en train de jouer à Vélonimo, j'étais en Haute-Savoie, pas très loin de chez lui, mais chez ma mère, et je jouais à Vélonimo. Donc un jeu de Bruno. Ouais, c'est ça exactement. Et je me disais, c'est quand même bien, c'est épuré, c'est cool, on s'amuse avec très peu de règles, très peu de cartes.
j'envoie un message à Bruno en disant ça te dirait pas qu'on fasse un jeu avec 20-30 cartes hyper épurées et qui se joue en 10-15 minutes. Le jeu a changé depuis, mais il m'a dit pourquoi pas. Je finis ma partie de Vélonimo, j'ai un autre message de lui qui me dit j'ai une idée. Ouais, d'accord. Du coup, j'ai pris ma voiture le lendemain pour aller le voir parce que ma mère habite à 20 minutes de chez lui en Haute-Savoie. Je l'ai rejoint, on a discuté un petit peu et le jeu, effectivement, il a commencé à partir sur des tuiles en se disant on pourrait avoir une trentaine, quarantaine de tuiles et on créerait un paysage comme ça. Et ensuite, on a peaufiné pour faire amener les esprits, pour jouer sur cette verticalité et cette horizontalité qu'on a envie de pas avoir qu'une seule façon de poser ses tuiles et de jouer. Et Solstice est né quelques mois après, c'est allé assez vite. C'est parti finalement d'une idée matérielle, quoi. Enfin, de se dire, voilà, je veux ça. Comme tu t'es donné une contrainte, en fait. D'une sensation et d'une envie. J'avais envie de bosser avec Bruno parce que je trouvais que sur Vélonimo, il avait fait un truc cool. J'avais envie de proposer aux joueurs un jeu compact, avec très peu de cartes ou très peu de tuiles, en l'occurrence ici, mais quand même avec du challenge. Et après, la magie de Bruno a fait le reste en disant j'ai une idée assez rapidement, alors que moi, peut-être que je l'aurais pas eu tout seul, tu vois. Et du coup, on s'est bien retrouvés là. On a bossé directement. On avait l'occasion de se voir en présentiel, comme je te disais, l'humain, toujours important. On s'est vu en présentiel le lendemain. On a avancé très vite et voilà. Ouais, c'est cool. Alors, d'autres projets pour 2024. Curious Garden. Ouais, c'est ça, chez Rose Noir avec Baptiste Laurent. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pour le mois de juin, a priori. Ouais, Baptiste Laurent, c'est un jeune auteur qui est à la cafetière, du coup. Donc c'est facile de travailler avec lui, avec qui j'ai fait Las Vegan, qu'on a fait Ludovic Maublanc aussi chez Kif. Et il a sorti quelques jeux. Là, il y a Niwashi notamment qui est sorti à Cannes, qui va sortir. Il était en proto à Cannes. Et du coup, c'est très simple de travailler avec lui, c'est très cool de travailler avec lui aussi. Et en plus, la rencontre qu'on a eue avec Rose Noir, moi en tout cas avec Skate Legend, et Baptiste les connaît un peu aussi, est vraiment chouette. On adore bosser avec eux, donc on leur a proposé ce prototype-là quand on les a rencontrés. Ils ont tout de suite adhéré, et puis là, le jeu est allé très vite. Et c'est un jeu à 2 joueurs aussi, asymétrique cette fois, parce qu'il y a un joueur qui va jouer la Reine de Cœur et l'autre qui va jouer Alice, parce qu'on est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et en fait... pendant la partie, Alice va essayer de se cacher dans le labyrinthe de la Reine de Cœur et la Reine de Cœur va envoyer ses gardes pour essayer de la retrouver. Donc on va avoir un jeu de déplacement, de blocage et de mémoire. Et c'est chouette parce que déjà jouer la Reine de Cœur ou jouer Alice, ça va être assez différent. Ouais. Et puis ça se joue très rapidement, en 15 minutes, avec un aspect un peu échec, blocage, etc. Et donc on est assez fiers de ça et les illustrations et le travail d'édition de la Rose Noire est très cool, donc on est impatient. Comment est née l'idée de ce jeu ? Il est vieux ce jeu, on l'a montré plusieurs fois. La Rose Noire n'existait pas, je pense, quand on a commencé à le faire. À mon avis, on a commencé à travailler dessus en 2019-2018, je pense. Et on l'a laissé de côté pendant un moment parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'axe pour modifier les choses qu'on nous avait reprochées sur ce jeu-là. Depuis, on a réussi. Et je crois que c'est un prototype de Baptiste à l'époque où il vient pas forcément à la cafetière, mais il vient des fois, 1 ou 2 fois, pour nous présenter des petits trucs. On commence à le connaître, etc. Et il me montre un jeu qui a plus tout à fait à voir avec ce que c'est maintenant, mais où je décèle une petite idée un peu cool et tout. Et puis il saute sur l'occasion, je pense, en se disant est-ce que tu veux essayer de le faire avec moi ? Et puis on commence à travailler ensemble dessus. Et puis on a changé de thématique, on l'a mis à Alice à ce moment-là. Et on a gratté en se disant nous, ce qu'on veut dans ce jeu, c'est avoir un jeu à 2 joueurs, asymétrique, mais léger, avec très peu de règles. Et je pense qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait. Pour le coup. Les jeux de duel aussi, c'est quelque chose qui... Peut-être que c'était pas prêt en 2018, j'allais dire, en fait. Oui, c'est vrai. Il y avait déjà, en tout cas, Seven Wonder Duel, etc. Mais de plus en plus, effectivement, on a des jeux à 2 joueurs d'affrontement, de duel comme ça. Il y a Tokaido Duo, Seven Wonder Duel, Splendor Duel. Il y a souvent Bruno Catala aux manettes. Mais tout ça, ça a lancé... effectivement, tous les jeux que tu cites là, ça a lancé effectivement une hype, bien sûr. Après, je pense que le Covid là-dessus a bien aidé aussi, parce que forcément, on s'est tous retrouvés à jouer en duel très, très possible. à la maison. Mais pour le coup, c'est un jeu qui, du coup, peut-être a pu derrière bien sûr, avoir la cheminer, chance, on va dire. Avoir la chance d'avoir une deuxième chance, justement, parce que c'est devenu un peu hype, je dirais. C'est très possible. Je n'avais pas analysé ça comme ça, mais oui, peut-être. Ouais. Puis je me retrouve effectivement à faire plusieurs jeux à 2 joueurs, alors que c'est pas mon truc de prédilection aussi, pour le coup. C'est intéressant de sortir un peu des sentiers battus. Ouais. Et alors, bien sûr, Dead Cells, quand même, pour cette année aussi. Gros morceau. On espère, oui. Là, la production, je crois, tout va bien, parce que généralement, les Kickstarter, il y a tout le temps des problèmes. Actuellement, on nous a montré les signaux comme quoi tout allait bien. D'après les dernières nouvelles de Scorpion Masqué, c'est pour cette année. C'est ça, bien sûr. Et donc, du coup, on est tenu au courant, mais pas tant que ça. On s'est un peu éloigné du projet, puisque là, de toute façon, c'est de la production, etc. Là, c'est développé, c'est fini. Ouais, c'est ça. Nous, on n'y touche plus, et ça nous fait du bien aussi, parce qu'on a passé quand même plusieurs années. C'est un gros travail.
où on espère avoir des retours cool, parce que ça ne sera pas des retours financiers cool de toute façon, vu le temps qu'on a passé, c'était vraiment plus du plaisir. Donc espérons que les gens prennent autant de plaisir que nous on a eu à le développer, parce qu'on y a vraiment mis tout notre cœur. Parce que c'est un jeu vidéo qu'on aime beaucoup tous les quatre, et on a voulu essayer de retranscrire ça, mais sans simuler exactement le jeu vidéo, parce que c'est impossible. Donc on espère que ce qu'on a mis en place, ça plaira à la majorité des gens. Ça, c'était, j'imagine, assez challengeant. Non oui. Non, mais oui, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout et qu'on a pris ça comme du plaisir, en se disant ça va nous faire kiffer. On pourra, à 50 ans, 60 ans, on pourra dire on a fait un jeu Dead Cells, c'est notre jeu vidéo préféré, c'est trop cool. Et c'était un vrai gros challenge où on a eu des fois des gros murs. Alors pas de la maison d'édition et pas des ayants droit, parce qu'eux, ils ont été vraiment très cool et ils nous ont permis d'utiliser l'univers au maximum de ses possibilités. Mais parfois, nous, en game design, on n'était pas satisfait de certaines choses, donc on a dû rebattre les cartes, remettre sur le tapis des choses qu'on pensait comme acquis. Et là, je pense que la version qu'on a sortie, c'est celle qui nous plaît. C'est aussi pour ça qu'on a mis 3-4 ans de développement. Enfin, vous en avez entendu parler. Ça ah ouais, d'accord. Ouais, vous en avez entendu parler 1 ou 2 ans avant que ça sorte, peut-être. Mais oui, d'accord. C'était un travail de longue haleine. Déjà bien entamé. Bien sûr, pas tous les jours, mais dans notre tête, en fond de tâche, ça y était toujours un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir en 2024 ? Alors, je suis la pire personne pour faire la communication de moi-même. Mais oui, il y a quelques petits trucs que j'ai déjà au moins en tête qui vont se diriger plutôt vers des jeux famille enfants, pour le coup, ce que je préfère faire. Va y avoir Carapace, que j'ai fait avec Jonathan Favre-Godal, qui est un jeu pour enfants, un jeu de parcours, un jeu de course en fait pour enfants, qui va sortir chez Gigamic. Donc ça doit être milieu d'année, je pense. Donc on va avoir Curious Garden qui va arriver aussi bientôt. Je vais avoir Takeno Color, un jeu dans l'univers de Takenoko qu'on a fait avec Antoine du coup. Ouais, qui est un jeu de color and write, je dirais, où on va jeter des dés qui ont des petites bagues, on va jeter des feutres qui ont des petites bagues sur eux et qui vont faire office de dés justement. Et ensuite ces feutres-là, on va les drafter, on va en prendre un chacun et on va colorier une petite fiche tout en couleur. On va devoir colorier en fonction de la couleur du feutre qu'on prend et de la face sur laquelle il est tombé, en essayant de compléter complètement sa fiche et de la coloriser complètement, donc de coloriser le jardin du jardinier de Takenoko. Pour scorer des points de telle ou telle manière. Il y a différentes fiches, on a 4 fiches différentes avec des scorings différents, de plus en plus compliqués, je dirais. On a une fiche simple, une moyenne et 2 fiches un peu plus experts. Enfin, experts. Tu m'entends, hein, c'est un jeu familial, quoi. On va dire c'est progressif. C'est ça, ouais. Voilà, ça permet une progression. Et du coup, ça devrait arriver aussi en milieu d'année. C'est Bombix et Matago qui travaillent dessus et ça avance très bien. Là, j'ai pu voir une boîte tout à l'heure à Cannes, donc c'est chouette. Ok, oui, c'est pas la première fois que tu travailles sur Takenoko en déclinaison, parce que c'était un du premier travail que tu as fait avec Antoine aussi. Ouais, après mes 3 premiers jeux, on a travaillé. Antoine est venu me voir en me disant Bombix me demande une extension pour Takenoko, je bloque un peu, est-ce que tu as des idées? Puis on s'est posé à la maison, on a un peu joué à Magic, et après on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, et puis on a amené rapidement les idées des bébés, de la Miss Panda. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa et qu'il fallait trouver une mécanique chouette autour de ça pour agrandir un peu la famille Takenoko. Et ça a fonctionné, c'est sorti en 2015. Et ça, effectivement, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup aidé. Ça, après la petite break de 3 ans, tu disais. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a justement des jeux qui sont plus disponibles que tu aimerais voir rééditer ou retravailler? Alors, tu disais qu'il faut avoir le temps. Hein. Ouais, il faut avoir le temps. Sur des projets. Je parlais de Ali et Le Petit Pousset. C'est des jeux que j'aime bien. Et surtout, c'est mes premiers jeux. Donc, je pense qu'effectivement, ça pourrait être fait, parce que pour éditer un jeu, il faut quand même un peu de temps. Il y en a 2 autres que je pourrais peut-être pas encore tout à fait retravailler, parce qu'ils sont encore assez jeunes, mais n'empêche, ils se vendent plus. Enfin, on a récupéré les droits. C'est Au Mon Château, qui est sorti chez Blue Orange avec Ludovic Maublanc, qu'on trouve assez original en fait, parce que c'est un jeu où on va dessiner son château, mais on n'a pas forcément besoin de dessiner, parce qu'on a des guides de dessin, donc pour faire sa tour, son mur, ses personnages dans le château et tout. Et c'est une sorte de jeu bingo en fait, où on va remplir des lignes, des colonnes, et quand on remplit une colonne ou une ligne, ça va nous dire vous pouvez dessiner une tour, vous pouvez dessiner les courtisans du château, etc., etc. Ça, on aime vraiment beaucoup, c'est très original, mais il n'a pas eu le succès qu'on aurait aimé qu'il ait. Et le deuxième, c'est Connect Team, que j'ai fait avec Jonathan Favre-Godal chez Greux Game, que moi j'adore. Je trouve que c'est un super jeu d'association d'idées très pur, avec juste quelques cartes, et qui fonctionne, enfin moi qui a toujours très bien fonctionné avec les gens avec qui j'ai joué. Le seul bémol, c'est peut-être que maintenant, qu'il ressemble pas mal à Perfect World, et que Perfect World quand même est assez salué par la critique. Donc, il était nommé quand même aux Oscars aussi. Donc ça va être plus compliqué de faire valoir Connect Team dans un milieu où on a un jeu d'association d'idées très fort, quoi. On attendra un petit peu, mais ça c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc avis aux éditeurs, s'ils veulent se pencher sur Connect Team, on est chaud.
Ok. C'est quoi ton plus gros succès? Enfin, c'est difficile à dire si c'est en termes de vente ou en termes d'estime. Enfin, En termes de vente, c'est pas si compliqué à dire parce que je note un peu toutes mes ventes. C'est un truc que j'ai pris de Théo Rivière qui aime bien les statistiques. Et du coup, j'ai un petit tableau où je mets les ventes quand j'oublie pas de les mettre. Mais globalement, je sais que Draftosaurus, c'est le jeu qui se vend le mieux des jeux que j'ai fait. Mais Orca et Dama, c'est Takenoko Chibi's en fait, qui est, malgré le fait que ce soit une extension, qui se vend vraiment bien. Je pense que Faraway va pas tarder à le détrôner. Et puis, pas très loin, il doit y avoir Trek 12 qui s'est quand même bien vendu aussi à l'époque. Donc non, il y a quelques projets qui me tiennent, qui me tiennent hors de l'eau, j'allais dire. Non, un peu plus que ça, mais voilà, qui me permettent en tout cas de continuer à faire des jeux. J'allais dire, aujourd'hui, voilà, ça a quand même, comme je disais, entre 40 et 60 jeux avec les extensions qui sont sortis. Donc forcément, ça se cumule. Mais il y a les jeux qui finalement disparaissent, comme on vient d'évoquer, et qui pourraient être réédités. Et puis, il y a ceux qui permettent de vivre au quotidien vraiment beaucoup. Enfin, c'est ça. J'ai jamais calculé combien j'avais de jeux encore en boutique. Parce que là, on parle effectivement de 40-60 jeux, mais imaginons que j'en ai 50 qui se vendent plus et qu'il n'y en a plus que 3 en boutique. Ça me permettrait pas de vivre, mais je sais pas exactement. C'est pas ça, hein, mais évidemment, il y a bien la moitié, je pense, qui ne se vend plus pour le coup. D'où le fait de dire, effectivement, comme tu disais au départ, en conseil à un auteur qui veut se lancer, attention, pas parce qu'il y a eu un premier succès, par exemple, ou plusieurs qui fonctionnent un peu, attention, il y a la longévité, quoi. Ouais, et d'autant plus, un exemple concret, c'est Trek 12, où il a très très bien démarré. On en a vendu 50 000 très rapidement, un peu comme on est en train de faire avec Faraway. Donc c'était un truc où on se disait, waouh, ça va être cool. Et au Covid, il s'est écroulé, il s'est arrêté, il n'y a plus aucune vente. Et là, il commence à être dans le déstockage en fait. Et c'est Trek 12, c'est terminé en fait. Et donc du coup, ça c'est effectivement triste pour nous. Mais c'est des choses qui peuvent arriver et pour lesquelles il faut il faut faire attention parce que des fois on peut se dire, s'emballer, se dire c'est cool, trop bien, ça se vend trop bien, ça va continuer. L'année prochaine ça va se vendre pareil, l'année d'après aussi, non, ça peut descendre très très vite. Malgré le Trek 12 Himalaya qui est sorti un peu après. C'est Himalaya d'abord, ensuite Amazonie. Amazonie, pardon. Je pense même presque à cause du Trek 12 Amazonie. Ah oui, ok. Je pense qu'il est sorti peut-être un peu tôt, avec une boîte assez similaire, donc les gens n'ont pas bien compris si c'était des choses similaires ou différentes. Et on a quasiment un facteur, pas 10, mais presque, entre les ventes de Himalaya et Amazonie. Okay. Là où on vend 10 Trek 12, à Himalaya, on vendait 2 Trek 12 Amazonie. Donc non, on a tout de suite compris que les gens soit n'avaient pas fini Himalaya et donc ne voulaient pas se tourner vers Amazonie, soit on avait eu assez avec Himalaya et ne voulaient pas aller se tourner vers Amazonie. Malgré tout, Amazonie, pour nous, c'est c'était un vrai plaisir de travailler dessus avec Bruno. On a caché plein de trucs dans la boîte. On est un peu déçus qu'il y ait des gens qui ne verront jamais ce qu'on a caché comme secret dans la boîte et tout. Tant pis, ce sera ceux qui seront allés jusqu'au bout qui auront été récompensés. Mais ouais, c'est vraiment cool. Si vous avez l'occasion de le trouver pas cher et tout, n'hésitez pas à mettre le nez dedans parce qu'on y a mis du cœur sur celui-là. Ouais, on le trouve encore en boutique, je pense quand même. Ouais, encore un petit peu, mais ça va pas durer 2 ans. Donc, ok. Ah oui, j'ai oublié de me poser une toute petite question, peut-être qui est anecdotique, j'en sais rien, mais ça vient où ton pseudo Akashinai? Ouais, ça c'est l'époque de je commence sur Internet et je suis un jeune et Internet explose un petit peu. Et à l'époque, j'étais toujours d'ailleurs, mais j'étais très manga, très culture japonaise. Et du coup, j'ai associé 2 mots qui veulent dire des choses séparément, mais ensemble, je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Mais Aka, ça veut dire c'est la couleur rouge. Et le Shinai, c'est le bâton d'entraînement du kendo. Enfin, c'est une sorte de sabre en bois, en fait. D'accord. Et donc, du coup, le sabre en bois rouge. Ok. Bon. Voilà, ça aucune... je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça sonnait bien ensemble. Tu joues la couleur rouge au jeu de société? Avant oui, plus maintenant en plus. Donc il y a même plus ça. Maintenant je joue vert ou orange si le orange est dans le jeu, mais non. Avant oui, je jouais tout le temps rouge comme Marie gère des jeux, mais là plus maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter sur peut-être ce qui est à venir ou qu'on n'aurait pas évoqué? Non, je crois pas. Continuez à jouer, amusez-vous, ne perdez pas la foi en le jeu de société. Ça peut arriver des fois d'avoir des petits coups de mou et de plus avoir envie de jouer. Moi ça m'arrive souvent, mais on retrouve tout le temps un super jeu qui peut nous replonger dedans. Ouais, et il y a un jeu qui correspond absolument à chacun de nous. Exactement. Je te propose qu'on termine le podcast par un petit portrait chinois ludique. Ouais. Alors, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Alors, pas la prise de risque, a priori. Non, pas la prise de risque. Je pense que actuellement, je serais le deck building. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Il y a plein de jeux qui utilisent cette mécanique-là que j'aime bien, notamment Dune Imperium. Et j'ai jamais fait de jeu de deck building. J'ai envie d'en faire. On travaille un peu dessus. Avec Baptiste Laurent, on a quelque chose comme ça.
Et ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, j'en parlais avec Solstice de construire quelque chose devant soi. Le deck building, c'est un peu ça. Tu as 10 cartes et puis tu construis ton truc. Et au moment où ça explose, la partie se termine et il y a un truc de j'ai envie de refaire et d'essayer de faire mieux. Donc ça, j'aime beaucoup cette mécanique. Ok. Le deck building. Si tu étais un mode de jeu, est-ce que tu serais coopératif, compétitif, semi-coop Je serais coopératif, je pense, définitivement. Je n'aime pas tous les jeux coopératifs, mais c'est avec les jeux coopératifs que j'ai eu les sensations les plus fortes, je pense. Ok. Donc du coup, notamment Ghost Stories à l'époque. On en revient à Antoine Baudin, mais Ghost Stories, c'est ce qui m'a fait entrer fortement dans le jeu. J'avais joué à d'autres choses avant, mais c'est ce qui m'a vraiment fait mettre les 2 pieds dedans. Et c'était brillant et on espère tous que ça va ressortir. Et d'où l'esprit d'équipe aussi, travailler ensemble. Oui, je pense que ça doit jouer. Et si tu étais un illustrateur jeu de société ? Si je dis pas Pierrot, je vais me faire engueuler, mais je vais quand même pas dire Pierrot. Non, mais je pense que je vais dire, et c'est un peu l'actualité, et c'est pour ça que ça me vient en tête, mais je vais dire Maxime Morin, Nimro de son pseudo, qui illustre Faroé, certes, et magnifiquement, pour le coup, je lui dis tous les jours, qui illustre aussi pas mal de choses. Ça fait pas si longtemps qu'il est là, ça fait 3-4 ans, je pense, qu'il fait du jeu. Il a illustré Next Station, London, Paris, Tokyo, qui est encore assez différent. Il a fait les personnages les animaux dans Trek 12 Amazonie. Il a fait Space Aztec, etc. Quand on met ses travaux bout à bout, en fait, il a un panel de dessins qui est assez cool. Et en plus, je l'ai croisé là plus précisément. Je l'avais déjà vu un peu l'année dernière, mais là, on a pu se voir beaucoup. Et c'est quelqu'un d'adorable, d'hyper timide, qui est tout le temps un peu en retrait, mais qui a l'air d'avoir un cœur énorme. Je ne sais pas encore, je ne connais pas tant que ça, mais... Donc je le nommerai lui. Ok, cool. Alors avec toi, j'ai envie de faire un petit fucking dilemme comme j'avais fait avec Théo Rivière quand je l'avais interviewé. Alors c'est pas trop méchant, tu vas voir. Non, j'ai peur. Mais... J'en ai 2. Alors, je te propose. Donc tous tes jeux sont un succès, mais tu es condamné à utiliser la même mécanique. Rainer Knizia fait ça. Hein. Je pense que j'accepte. Parce que avec la même mécanique, on peut avoir des variations... qui sont cool, je pense. Tu vois, je t'ai parlé de deck building, et je peux sortir 15 jeux de deck building qui seront malgré tout assez différents parce qu'ils ne vont pas être utilisés de la même manière, donc je pense que j'accepte. Ok. Alors, ensuite, tu deviens une légende du skate, mais tu dois adopter le look de Théo Rivière. Je pense que ça irait bien, en vrai j'accepte de ouf, parce que pour le coup ça collerait pas mal, collerait pas mal, je pense. Oui, Théo, mets-toi au skate. Ça peut faire un bon combo. Ouais, je pense que le combo est cool. Non, j'accepte volontiers. Pour le coup. Ok. Bon, écoute, voilà, on s'arrête là. Merci. J'aimerais quand même que tu me donnes un nom d'une personne que je pourrais interviewer à ce micro pour un prochain podcast. Alors, pour le coup, et on va rebondir aussi sur les As d'Or, mais j'ai fait une rencontre il n'y a pas si longtemps au chalet. Et je connaissais pas tant cet auteur-là, mais j'avais joué à pas mal de ses jeux que j'appréciais beaucoup. C'est Romaric Gallonnier, je sais pas si tu l'as déjà interviewé. Je l'ai rencontré. Ah, tu l'as déjà fait. On était à Valménier, je l'ai interviewé à Valménier. Écoute, c'est vraiment très très intéressant. Donc j'aurais dit lui. Sinon, j'aime bien aussi ce que fait Didier Le Nain. Tu connais ou pas? Non, pas du tout. Qui a fait Kawale chez Gigamic. Ok. Il a fait d'autres jeux aussi. Et puis c'est un gars, je pense, qui peut être hyper intéressant et qui a une vue du jeu de société un peu large parce qu'il travaillait aussi pour Illude, je crois, qui aidait les éditeurs à préparer les salons, etc., etc. Enfin voilà, il a travaillé dans diverses... Ah oui, il peut avoir un autre regard aussi. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un que je croise et que j'apprécie particulièrement, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ok, je te laisserai lui parler de moi, comme Ludo Maublanc a insisté aussi pour que je t'interviewe. Oui, il me l'a dit. Écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview, et je te propose de terminer le podcast comme on fait habituellement, la petite phrase. Alors, au jeu de Corentin Lebras, tu joues quoi? Et le tu joues quoi, on le fait ensemble. Alors, au jeu de Corentin Lebras, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Un spécial merci cette semaine à Virgile Bontempi pour son message positif et motivant. N'hésitez pas à aller visionner aussi les reviews et les règles de jeu présentées par David sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le métier de directrice marketing avec Joëlle Bounic qui travaille chez Scorpion Masqué. Alors restez bien à l'écoute!